Hey, bonjour la gang, bienvenue à Cogitons avec Stéphane. Alors, on récidive encore une fois, mais avec un petit ajout intéressant. On va recevoir aujourd'hui Distoman, mais en plus, on va ajouter Jean-Jacques Nantel. Alors, il a trouvé notre Distoman bien intéressant, puis il a manifesté, si vous l'avez vu dans les commentaires, son intérêt à interagir avec Carlos Busque. Alors, on a fait les arrangements et ben voici Monsieur Nantel et voici Monsieur Busque qui vont nous Oui. parler de la guerre US-Chine. Alors, qui gagnera? Bon, voilà. Ben, moi, c'est ce que j'avais proposé de commencer. Moi, je connais plus la géopolitique que tout le reste. Alors, je vais commencer par en parler de façon à ce que les gens sachent de quoi il est question. Alors, écoutez, essentiellement, pour comprendre la géopolitique, moi, j'ai écrit un livre en géopolitique qui s'appelle Vivre dans un monde qui s'éteint. Ça va être placé dans la description de la vidéo. Alors, pour faire court, la principale loi de la géopolitique, c'est l'économie d'énergie. Essentiellement, ce qui est arrivé, c'est que depuis le Big Bang de notre univers, l'énergie elle se disperse et elle se dégrade. C'est-à-dire que vous ne pouvez, vous pouvez jamais la concentrer entièrement, toujours de la perte. Alors, conséquemment, l'univers a tendance à tout détruire. Le fer rouille, le bois finit par brûler, ça finit par se décomposer. Alors, la vie, pour pouvoir durer, ce qui est son projet, est obligée de faire l'inverse, c'est-à-dire d'essayer d'accumuler de l'énergie et de toujours produire plus qu'elle consomme. C'est la seule façon de le faire. Autrement dit, on est obligé de faire toujours multiples petits profits. Quand les humains ont commencé sur la planète, on était des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, et on était essentiellement au sommet de la pyramide alimentaire, c'est-à-dire qu'on mangeait tout ce qu'on pouvait trouver. On était des nomades, on se promenait partout sur les continents. On mangeait des baies, des fruits sauvages, des bêtes, même des carnivores et même des êtres humains, nos ancêtres cannibales pour la plupart quand c'était nécessaire. Et les êtres humains étaient éparpillés partout sur la planète, mais ils étaient peu nombreux. Et là, il s'est passé quelque chose d'important, c'est que les femmes, à cette époque-là, quand c'était des nomades, les hommes parcouraient le continent pour aller chercher des matières premières et ramenaient ça au campement. Et c'est les femmes qui créaient les enfants, la nourriture, les vêtements, enfin, toutes ces choses-là. Alors, ils étaient dos à dos, les deux sexes, c'est pour ça que ça fonctionnait très bien. Ce sont les femmes qui ont découvert l'agriculture il y a à peu près 12 000 ans. Et ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que ça a été très important parce que les êtres humains graduellement, sont passés de prédateurs à producteurs. C'est-à-dire qu'on a appris à éliminer les environnements naturels, à les remplacer par des champs de culture. Et on utilisait tous les moyens possibles pour faire des petits profits. Et l'agriculture se faisait sur des terrains plats. On faisait des champs carrés, puis des alignements de plants, ce qui fait qu'il y a eu de la géométrie qui est rentrée pour augmenter notre productivité. Ça a été la même chose quand ça s'est développé encore plus, puis les villes ont été créées. Les villes, c'est quelque chose de très géométrique. Les maisons sont carrées au lieu d'être rondes, comme dans le cas des nomades. Et ça permet de les aligner sur des rues, ça permet de donner des services publics, les rues sont droites, etc. Pas toujours, mais c'est la tendance généralisée. Et à mesure que les regroupements ont augmenté, c'est-à-dire du village à la ville, les États se sont mis à grandir. Là, il s'est produit ensuite, ça il y a seulement 250 ans, le début de la révolution industrielle. Ça s'est produit vers 1750. Et là, il y a eu encore plus de géométrie, encore plus d'économie. On s'est servi des, des, des trucs fossiles, là, des énergies fossiles, pour créer de vastes empires. Au début, les vastes empires étaient petits, c'était seulement l'Égypte, puis après, ça a agrandi. Puis, ça a été un mouvement lent, comme l'agriculture se fait sur les terrains bas, que les gens sont stables et qu'on a besoin de faire beaucoup de géométrie sur un terrain plat et de basse altitude. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les gens, petit à petit, l'humanité a descendu du centre des continents vers les côtes des continents, c'est-à-dire une pente descendante. On amenait toutes les ressources qu'on allait chercher partout sur les continents, on les ramenait dans les villes où elles étaient modifiées. Puis là, on faisait de plus en plus, à mesure que le temps passait, on faisait des échanges sur les océans, qui sont parmi les points les plus bas sur la planète. C'est plat, on peut se diriger dans toutes les directions.
Autrement dit, les êtres humains ont quitté le centre des continents, se sont dirigés vers les océans. Et de nos jours, les plus grandes villes, la plupart des grandes villes, sont sur le bord des océans. Vous regarderez sur une carte, là, c'est très clair. Tokyo, Shanghai, Canton, Bombay, etc. New York. Alors, là, il y a eu la mondialisation, autrement dit, ça se fait de nos jours, entre autres, ça se fait sur les océans. Maintenant, le fait que vous ayez une mondialisation qui sont sur les océans, puis qui date de très longtemps, là, ça a été par à coup, mais c'est encore très, très courant. Il y a eu un truc qui s'est créé immédiatement, c'était des conflits entre les empires continentaux et les puissances maritimes. Essentiellement, il y a eu beaucoup d'exemples de ça. Par exemple, Athènes était une puissance continentale, maritime. Elle a longtemps contrôlé la Grèce en entier. La Grèce était une puissance maritime elle-même. Elle a fini par contrôler une partie de la Méditerranée. Elle a même vaincu l'Empire perse. Ensuite, il y a eu Rome, qui a contrôlé toute la région méditerranéenne avec l'Empire romain. On a eu également l'Angleterre, qui a dominé le monde parce qu'elle était une puissance maritime. Et l'Angleterre, avec l'aide des États-Unis, qui sont devenus une puissance maritime elle aussi. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont vaincu plusieurs empires continentaux au cours de l'histoire. Ils ont d'abord vaincu l'Espagne, qui était maritime, mais également continentale. Alors, ils l'ont attaqué tellement qu'elle a faibli. La France a été vaincue par l'Angleterre à Waterloo après une longue opposition qui a duré des siècles. Ensuite, ils ont vaincu l'Allemagne, ils ont vaincu l'URSS, puis de nos jours, on fait face à la Chine. Au 21e, c'est ça, il y a deux théories en géopolitique qui disent que, et là, ça nous concerne plus directement au 21e siècle, où il y a une opposition entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis étaient, depuis la Deuxième Guerre mondiale, une hyperpuissance, c'était la seule. Maintenant, la Chine monte, mais la Chine, c'est une puissance continentale. Alors, Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a deux théories en géopolitique. La première, c'est la théorie de Mackinder qui dit que la puissance continentale, elle peut rayonner dans toutes les directions, ce qui lui permet de contrôler une grande partie du territoire. Et l'idée, c'est qui contrôle l'île mondiale, contrôle la planète. Alors, il suffit de contrôler le centre de l'île mondiale. L'île mondiale, c'est la réunion de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Alors, celui qui contrôle le centre de l'île mondiale contrôle l'île mondiale et donc contrôle le monde. Il y a une deuxième théorie qui vient de M. Mahan qui dit qu'une puissance maritime contrôle les océans et contrôle tout ce qui s'appelle le rimland, c'est-à-dire tous les pays qui sont le long de l'île mondiale, ce qui lui donne l'avantage, parce qu'à cause de l'océan, c'est plat, c'est ce que j'ai dit tantôt, on peut servir des courants, des vents pour se diriger dans toutes les directions. Dans le conflit qu'on a présentement entre la Chine et les États-Unis, la Chine a d'énormes avantages. D'abord, elle a 4 avantages principaux. D'abord, elle a une énorme population, 1,4 milliard d'habitants, par rapport aux États-Unis qui en ont seulement 330 millions. Deuxième des choses, la Chine est une puissance continentale. Comme j'ai dit, la Chine est proche de partout en Asie. Elle peut facilement rayonner dans toutes les directions, puis alors que les États-Unis sont loin des autres continents. C'est une puissance maritime. La troisième, c'est ça. Le troisième avantage important de la Chine, c'est la culture chinoise, qui est une culture agricole, qui est ancienne, qui est très cohérente. La population chinoise, elle est habituée d'être très frugale, à se contenter de peu. Elle travaille fort et très bien, comme tous les cultivateurs. Elle est très organisée, puis elle est obéissante, et en plus de ça, elle est pacifique. C'est une autre caractéristique des agriculteurs. Alors que les États-Unis, ça fait très longtemps qu'ils sont agricoles, mais également industriels, et c'est beaucoup plus anarchique comme organisation, comme culture également, parce que c'est des cultures qui n'arrêtent pas de s'ajouter, ça vient de partout dans le monde, et les États-Unis, c'est un melting pot. Le quatrième avantage de la Chine, c'est que c'est une direction centralisée. Les Chinois, ils ont des plans à long terme. De plus, leurs leaders, ils ont été formés pendant 30-40 ans à l'intérieur d'un système qui est compétitif parce qu'il faut arriver au pouvoir
essayer d'arriver au pouvoir avant les autres. Également, un avantage de la direction centralisée de la Chine, c'est qu'elle peut faire de la répression contre ceux qui s'opposent à l'État. Alors que si on compare avec les États-Unis n'ont absolument pas de plan central. C'est une démocratie qui change les leaders à tous les 4 ans. Et les chefs sont très mal formés. Un gars comme Trump, par exemple, ou comme Justin Trudeau, n'ont pas été du tout formés pour être des chefs d'État. Maintenant, quels sont les grands défauts de la Chine? Ben, c'est exactement les mêmes que ses qualités. Le défaut de la Chine, c'est sa démographie. Elle a une population qui fait toujours la même chose de la même façon au même moment. C'est comme au Québec. Quand on fait beaucoup d'enfants, on fait beaucoup d'enfants. Quand on ne fait plus beaucoup d'enfants, on ne fait plus beaucoup d'enfants. Ça donne des coûts au lieu d'être un processus graduel. Avant, les Chinois étaient agriculteurs et cultivaient du riz, puis leur population n'arrêtait pas d'augmenter parce qu'ils faisaient des grosses familles. Aujourd'hui, ils sont tous urbanisés en même temps, ils sont tous industrialisés en même temps. Il y a des centaines de millions de personnes qui rentrent à chaque décennie dans les villes, ce qui fait que la population s'est enrichie et que d'un coup, avec la politique du un enfant par famille, elle s'est mise à diminuer sa natalité. Au point qu'il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a commencé à dire en Chine que la population allait diminuer en 2021. Là, ils ont reporté ça en 2025. On peut douter, mais on est là. C'est-à-dire que le nombre de jeunes qui rentrent sur le marché du travail diminue depuis plusieurs années en Chine. Merci. Alors, le fait que la population chinoise soit devenue très riche, ça a augmenté énormément ses besoins en matières premières. Or, les matières premières sont très, très loin. Ça, c'est un problème de puissance continentale. Un autre problème avec la démographie chinoise de 1,4 milliard d'habitants, c'est qu'elle fait peur à tous ses voisins. Elle fait peur à tout le monde, en fait. Ce qui fait que, à part la Corée du Nord, la Chine n'a pas vraiment d'alliés. Et elle fait face à une coalition de voisins qui ont tous peur d'elle et dont le nombre total d'habitants est nettement plus important que celui de la Chine. Si on compare maintenant avec les États-Unis ont une population qui, elle, ne diminue pas, mais qui augmente par immigration, l'immigration massive. Les États-Unis ont également beaucoup de civilisations sœurs, c'est-à-dire l'Amérique latine, l'Europe, la Russie, l'Océanie. Alors, les États-Unis sont la masse de gens qui ont les mêmes idées que les États-Unis est énorme sur la planète et probablement supérieure à la population entière de la Chine. Depuis, les États-Unis sont beaucoup plus autosuffisants. Un autre défaut de la Chine, c'est les mêmes que ses qualités, c'est que la Chine est une puissance continentale. Or, la Chine est entourée de montagnes et de déserts. Et comme c'est une puissance continentale, il faut qu'elle y aille. Alors ça fonctionne quand une puissance continentale a tendance à faire l'inverse de ce qu'on a dit tantôt, c'est-à-dire à s'opposer au mouvement naturel qui va du centre des continents vers les côtes. Alors ça, c'est un problème important parce que quand vous faites des routes terrestres, par exemple la fameuse route de la soie terrestre, c'est c'est beaucoup plus cher parce qu'il faut que vous montiez, descendiez, ça tourne. Il y a des montagnes, ça coûte très cher. Il faut que vous mettiez des routes, des voies ferrées. Les véhicules qui utilisent ces voies ferrées-là ont besoin de stations-service, de mécaniciens, etc. Et ils se brisent. Alors, il y a des coûts logistiques énormes pour quand on essaie de se déplacer au niveau des continents. Depuis, il faut payer des droits de passage aux pays que vous traversez. Et il peut y avoir vous pouvez être pris dans un problème de guerre locale parce que les êtres humains habitent sur les continents, alors il y a des guerres locales. Il y a un danger de terrorisme qui peuvent s'attaquer à vos infrastructures, à vos camions qui se promènent. De plus, la Chine, c'est un pays d'Extrême-Orient, vraiment d'Extrême-Orient, qui est collé sur le Pacifique et qui est donc très loin de l'Europe et de l'Afrique. Alors, il y a un danger pour la Chine à mesure qu'elle se développe dans le sens inverse du sens géopolitique, qu'elle fasse ce qu'on appelle de l'overstretching, c'est-à-dire qu'elle dépense tellement d'énergie pour aller chercher des matières premières à gauche, à droite, qu'elle va finir par dépenser plus d'énergie que ce que ça va lui rapporter. Alors que les États-Unis, eux, n'ont pas du tout ces problèmes-là d'overstretching parce qu'ils peuvent utiliser les océans. Sur les océans, il n'y a pas d'être humain, fait que vous n'avez pas de droit de passage à payer, il n'y a pas de guerre, etc. Enfin, normalement, il n'y a pas de guerre sur les océans.
et les océans sont vides, il n'y a pas d'être humain, ça que j'ai dit. Troisième défaut de la Chine, c'était la troisième qualité dont j'ai parlé tantôt, c'est que la culture chinoise est antique, elle est ancienne, et elle a toujours été fermée au reste du monde. Ce qui fait que la Chine n'est pas capable d'assimiler beaucoup d'immigrants alors que les États-Unis le font facilement. Elle a également une langue compliquée qui est tonale. Elle a également une écriture extrêmement complexe et des idéogrammes. Et moi, j'ai essayé de l'apprendre quand j'habitais en Chine, il n'y avait rien à faire, c'est beaucoup trop de travail. Alors que les États-Unis parlent une langue, ils ont une culture internationale, mondiale. Comme la culture chinoise est fermée sur elle-même depuis tout le temps, ça n'a jamais été une puissance maritime, alors les Chinois comprennent mal les autres cultures et ont même tendance à mépriser certaines d'entre elles. Par exemple, en chinois, l'Afrique se dit Feijo, ce qui veut dire littéralement le continent erreur, le continent négatif. Alors, les États-Unis, eux, n'ont évidemment aucun problème avec ça. Ils sont internationalistes et mondialistes par nature, ne serait-ce que par l'immigration. Le quatrième défaut de la Chine, c'est également sa quatrième qualité, c'est sa direction centralisée. Comme ils ont des plans à long terme, c'est très difficile pour eux de s'adapter. C'est très difficile de changer de direction, ce qui n'est pas le cas. Aux États-Unis, ils changent de gouvernement tous les 4 ans. Depuis, les leaders de Chine ne veulent jamais perdre la face. C'est un des défauts culturels chinois. Alors, ils s'obstinent dans leurs erreurs. Les dictateurs, ça c'est une chose que les gens ne réalisent pas, les dictateurs en général ont peur de leur propre population. C'est surtout vrai en Chine. Alors, le résultat, c'est que comme ils ont très peur de la population, ben, ils écrasent la dissidence. Quand vous écrasez la dissidence, vous détruisez l'innovation. Un cas récent, c'est Jack Ma, qui avait lancé, un milliardaire chinois, qui avait lancé des écoles pour favoriser l'innovation. Ils l'ont mis en prison. Puis là, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais il a disparu. Alors, le résultat, les autorités chinoises également font ce qu'on appelle du crédit social, c'est-à-dire ils mettent des caméras pour reconnaître les gens dans la foule, puis ils mettent un crédit à côté de la tête de la personne qui dit si c'est un bon citoyen ou non. Alors, ça, ils font également une censure énorme, aussi bien au niveau de la presse que sur l'Internet. Le vécu là-bas, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Le résultat de tout ça, c'est que la population chinoise, ça c'est millénaire, c'est une population qui est conformiste, qui crée peu, qui travaille très fort, qui copie beaucoup, mais qui ne crée pas beaucoup. En Occident, c'est encore en Occident que les nouvelles idées arrivent, les panneaux solaires, toutes ces choses-là. Merci. Un autre défaut de la direction centralisée, c'est que les gouvernements mentent pour garder le pouvoir sur les statistiques. Par exemple, ils nous disent que la population, la fertilité en Chine serait de 1,6 enfants par femme, alors qu'ils ont eu la politique du 1 enfant par famille pendant 35 ans. Alors, évidemment que c'est faux. On pense que c'est plus 1,1 enfants par femme, ce qui fait que la population va s'effondrer très rapidement. Ils cachent également la gravité de la destruction environnementale en Chine. J'y ai vécu, puis c'est très clair que c'est bien pire que ce qu'ils disent. Et ils mentent également sur les taux de croissance de la Chine. On peut vérifier que c'est faux par la quantité d'utilisation des trains, des bateaux, enfin, le remplissage des bateaux, la quantité de bateaux qui sortent, qui rentrent. Alors, un autre défaut de la direction centralisée de la Chine, c'est qu'ils font de la croissance pour de la croissance. Ce qui fait qu'en Chine, vous avez présentement au moins 65 millions d'appartements qui ont été bâtis, vendus, achetés, mais qui ne sont pas occupés. Des villes entières qui sont toutes organisées, c'est tout du gaspillage et il n'y a personne dedans. Alors qu'aux États-Unis, l'information est librement disponible, alors les gens peuvent s'adapter, ce que ne fait pas la Chine. Maintenant, du côté des États-Unis, je n'ai pas pour bien longtemps, là. Les États-Unis ont d'énormes avantages. D'abord, ils ont beaucoup de réserves intérieures, contrairement à la Chine, à cause du rapport population-ressources. Comme je l'ai dit, ils ont une culture mondiale. Ils ont ce qu'on appelle le soft power, le cinéma. Enfin, c'est la culture américaine qui domine le monde, mais certainement pas la culture chinoise. même en Chine, les Américains dominent. Je parle des idées, le cinéma, tout ça. Et leurs voisins aux États-Unis sont amicaux.
c'est-à-dire le Canada et le Mexique ne sont pas opposés aux États-Unis, alors que la Chine est entourée d'ennemis potentiels. La population a tendance à fuir la Chine, alors qu'elle a tendance à entrer aux États-Unis. Ça, c'est les mouvements migration-émigration. Le peuple américain est créatif. Les GAFAM, les Tesla, les inventions, ça vient des États-Unis. Enfin, les États-Unis, c'est une puissance maritime. Ils ont une façade sur 3 océans, notamment avec l'Alaska, pour l'Arctique. Ils contrôlent les océans du monde avec leurs porte-avions, leurs flottes. Et les océans du monde, ça correspond à 71% de la surface terrestre. Ils contrôlent également tous les points stratégiques, tous les détroits, les canaux stratégiques du monde. Ils les contrôlent eux-mêmes par leurs alliés. Alors, canal de Suez, canal de Panama, le détroit de Tsushima, le détroit d'Ormuz, etc. Ils contrôlent également tout ce qu'on appelle le Rhineland. J'en ai parlé, c'est tous les États côtiers, c'est-à-dire qu'ils peuvent facilement accéder aux États côtiers et donc s'opposer aux puissances continentales. C'est ce que l'Angleterre et les États-Unis ont fait contre toutes les anciennes puissances continentales. Ils ont toujours réussi à les vaincre. Les Américains contrôlent presque complètement les 3 Amériques. Ils ont énormément d'alliés en Europe et en Océanie. Ça fait déjà 3 continents très bien contrôlés par les États-Unis. En plus, vous avez tous les amis qu'ils ont en Afrique et beaucoup en Asie. Pensons au Japon, par exemple. Alors, les États-Unis contrôlent, comme ça ne coûte pas cher de se déplacer sur les océans, bien, les États-Unis contrôlent la voie des airs et de plus en plus l'espace, c'est-à-dire la 3e dimension. Maintenant, au niveau du conflit Chine-États-Unis, les problèmes chinois présentement sont fondamentaux et les gens ne le réalisent pas. C'est que le temps joue contre la Chine. La Chine, ça a des bonnes chances d'être un feu de paille parce que sa démographie diminue, donc les salaires vont augmenter et elle va arrêter, comme le Japon, d'être compétitive au niveau des choses à faible valeur ajoutée. La pollution est très grave en Chine parce que c'est devenu l'usine du monde. Quand vous devenez l'usine du monde, vous avez moins de règlements, bien, la pollution augmente énormément. Et je l'ai vu en Chine, c'est le cas. Il manque d'eau, manque beaucoup d'eau, manque de matières premières. Autrement dit, la Chine a tout l'air d'être un futur Japon en dépeuplement grave. Comme je l'ai dit, la Chine est également entourée d'ennemis contre lesquels elle s'est souvent battue. Là, dans ce siècle-ci, on parle de la Russie, ils sont battus contre le Japon, contre la Corée du Sud, contre l'Inde. Ils viennent de se battre contre l'Inde dans les dernières semaines. Et il y a également le problème de l'islam. C'est-à-dire que quand les Chinois veulent se déplacer sur les continents par voie terrestre, eh bien, il faut qu'ils traversent des pays musulmans dans l'Asie centrale, alors qu'ils martyrisent les Ouïghours, qui est une population chinoise musulmane. Alors, évidemment que ce n'est pas une très bonne idée de leur côté de faire ça. La Chine doit briser son isolement parce qu'elle est isolée, entourée d'ennemis, bloquée de tous les côtés. Alors, si elle doit briser son isolement pour faire du commerce et pour aller chercher des matières premières. Alors, quand elle a fait son projet récemment de la route de la soie, il y a une voie de la route de la soie qui est terrestre. Et comme je l'ai dit, la Chine est peuplée dans son tiers est, ce qui fait qu'il faut qu'elle aille très, très loin. Et elle est loin de l'Afrique et de l'Europe. Et elle doit traverser des pays musulmans. Comme je l'ai dit, ça risque de lui créer beaucoup de problèmes de terrorisme du côté des musulmans. Depuis l'Inde, l'Inde est également un allié des États-Unis, puis elle menace, avec toutes les autres puissances alliées des États-Unis, les voies de communication chinoises. Et les États-Unis profitent de cette erreur-là. Napoléon disait « Ne dérangez jamais un adversaire pendant qu'il fait une erreur ». Alors, ils ont laissé les Chinois développer la voie terrestre pour la route de la soie, et c'est une grosse erreur parce qu'ils vont être pris. Maintenant, les Chinois, il faut qu'ils passent par la voie maritime pour essayer de sortir, pour atteindre les matières premières puis leurs clients partout dans le monde. Or, la Chine n'a pas de passé maritime. Elle fait face à un océan immense, le plus grand océan du monde, le Pacifique. Et de l'autre côté du Pacifique, la côte ouest
des trois Amériques est très étroite à cause des Andes et des Rocheuses, ce qui fait que le territoire est moins intéressant de ce côté-là. Au niveau de la Chine elle-même, elle est coincée en Asie par toute une chaîne d'îles qui suit son littoral, ce qui fait qu'ils peuvent pas, ils sont obligés de passer par les eaux territoriales d'un autre pays pour atteindre l'océan. Et ça, il faut absolument que les Chinois réussissent à passer par là. Alors, ils font évidemment face à une immense coalition. Et c'est pour ça qu'ils menacent présentement de faire une guerre avec Taïwan pour essayer de s'ouvrir un chemin vers l'océan Pacifique. Tout ça pour dire que la Chine arrive trop tard dans l'histoire pour être capable de redominer le monde comme dans le passé. Elle va vite s'épuiser. Elle est en train de détruire ses environnements et elle est en train de perdre sa population. Or, dans 40 ans, il va falloir qu'ils rebâtissent tout ce qu'ils ont construit parce que ça va avoir vieilli, les routes, les maisons, etc. Mais ils n'auront plus de jeunes. Et la Chine va devoir faire face pour plusieurs siècles à la coalition de ses voisins parce qu'elle leur fait peur. Bon, mais essentiellement, les Chinois sont donc mal placés pour pouvoir dominer le monde. Les problèmes vont s'accumuler avec le temps. Alors que les États-Unis, eux, ben, ils ont leurs propres problèmes, mais leurs avantages géopolitiques là, de puissance maritime demeurent, puis les Chinois vont avoir bien du mal à les vaincre. La seule chose qui pourrait vaincre les États-Unis, c'est s'ils se lançaient, comme ils semblent vouloir le faire, dans une guerre civile, et là, ben, là ça les affaiblirait beaucoup. Mais après cette guerre civile, bien sûr, les Américains vont récupérer leurs avantages géopolitiques normaux. Ah ben, je vous remercie de m'avoir reçu pour ça. On fera une deuxième émission avec M. Busk pour discuter de ces différents sujets-là.